18 mars 2025. Le message est arrivé pendant que je passais en revue les documents d'acquisition pour notre cycle de financement de série C. Maman, Manon, nous devons discuter des projets pour Pâques. Je connaissais ce ton. Même par message texte, je pouvais entendre les mots soigneusement mesurés qui précédaient la déception. Moi, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ta sœur Amélie amène Charles au brunch de Pâques. Il vient d'être nommé associé junior chez De Valois et Associés. Université Panthéon-Assas, major de sa promotion. Ton père et moi voulons faire bonne impression. J'ai attendu. Il y avait autre chose à venir. Maman, tu comprends que c'est important pour l'avenir d'Amélie. Charles vient d'une famille de juristes très éminente. Son père a plaidé devant la Cour de cassation. Nous recevons au golfe de Saint-Cloud. J'attendais encore. Maman, peut-être serait-il préférable que tu passes ton tour pour cette fois. Tu sais comment sont ces avocats, très axés sur la réussite lorsqu'ils demandent ce que l'on fait dans la vie. Eh bien, nous ne voulons pas que les choses soient gênantes pour Amélie. Ça y était. Moi, tu annules mon invitation pour Pâques parce que le fiancé d'Amélie est avocat? Maman, je n'annule pas l'invitation. Je suggère simplement. Tu as abandonné la faculté de droit, Manon. Tu travailles pour une start-up technologique dont personne n'a entendu parler. Charles et ses parents parleront de dossiers, de stratégie juridique, de partenariat. Tu te sentiras déplacé. J'ai regardé mon bureau. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur la Défense et Paris. Mon nom sur la porte indiquant Manon Dubois, présidente directrice générale et fondatrice. Sur mon bureau trônait le numéro de mars de Challenge avec mon entreprise en couverture. Les révolutionnaires de la Legal Tech, les startups qui tuent les grands cabinets d'avocats. Moi, je comprends. Maman, tu n'es pas contrariée? Moi, non, maman. Passez un excellent brunch. Maman, on fera quelque chose en mai. Juste entre filles. Peut-être un déjeuner dans ce sympathique courte-paille. Tu aimes le courte-paille? J'ai menti, ai-je tapé, puis j'ai effacé. Bien sûr. Je n'avais pas mangé dans un courte-paille depuis 4 ans, mais c'était leur image de moi, la fille qui avait atteint son apogée en licence et n'avait jamais tout à fait compris le chapitre suivant. Laissez-moi revenir 6 ans en arrière. J'ai obtenu mon diplôme de Polytechnique avec les félicitations du jury, avec une double spécialisation en informatique et en sciences politiques. J'ai été admise à HEC, à l'université Panthéon-Assas et à la Sorbonne. Tout le monde supposait que je choisirais Assas. Papa y était allé. Amélie y était déjà. C'était la tradition de la famille Dubois. J'ai choisi la Sorbonne. J'ai déménagé dans le quartier latin. J'ai terminé ma première année de droit avec les meilleures notes. Ensuite, j'ai vécu une expérience qui a tout changé. Au semestre de printemps, j'avais besoin d'un document pour un procès simulé. Une simple révision de contrat. La bibliothèque de droit facturait aux étudiants 185 € pour l'accès aux bases de données de recherche juridique. Il m'a fallu 6 heures pour trouver la jurisprudence pertinente. 6 heures de recherche à travers des interfaces archaïques qui semblaient ne pas avoir été mises à jour depuis 1995. Je me suis plainte à mon colocataire, un étudiant en doctorat d'informatique. C'est insensé. Nous nous formons pour devenir avocats et les outils datent de l'âge de pierre. Il a affiché la base de données. Manon, c'est du code poubelle. Je pourrais construire quelque chose de mieux en un week-end. Alors pourquoi personne ne le fait? Parce que les avocats ne connaissent pas la technologie et les gens de la technologie ne connaissent pas le droit. Tu connais les deux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas d'y penser. La recherche juridique était une industrie de 9,2 milliards d'euros bâtie sur des modèles d'abonnement qui facturaient au cabinet entre 370 et 1400 € par avocat et par mois. La technologie était délibérément opaque pour justifier le coût, et tout cela était complètement inutile. Je pouvais construire quelque chose de mieux. J'ai abandonné la faculté de droit de la Sorbonne 3 semaines avant les examens finaux. Papa ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Maman a pleuré. Amélie m'a traité de honte de la famille. J'ai emménagé dans un studio à Saint-Ouen avec mon colocataire, Chêne. Nous avons maximisé nos cartes de crédit, vécu de nouilles instantanées et construit la première version de Lexia, une plateforme d'intelligence artificielle capable d'effectuer des recherches juridiques en quelques minutes au lieu de plusieurs heures, à 1/10 du coût. La première année fut brutale.
Les cabinets d'avocats ne voulaient pas nous rencontrer. Vous êtes une décrocheuse et un étudiant en informatique. Qu'est-ce que vous y connaissez en recherche juridique? Les investisseurs nous riaient au nez lors des réunions. La Legal Tech? Les avocats détestent le changement. Bonne chance avec ça. Ma famille a cessé de me poser des questions sur ma vie. À Noël de la première année, Amélie était en deuxième année à Assas. La famille ne pouvait s'arrêter de parler de son poste à la revue de droit, de son offre de stage chez De Valois et Associés, de son réseautage avec des juges. Maman s'est tournée vers moi. Et Manon, travailles-tu toujours sur ton petit projet? Nous venons de signer notre premier client, un petit cabinet à Montreuil. Comme c'est gentil. Son ton disait que ce n'était pas gentil du tout. Amélie, dis-nous en plus sur l'associé de Valois et Associés que tu as impressionné. Papa s'est penché vers moi. Peut-être devrais-tu retourner à l'école, Manon. Il n'est pas trop tard. Je pourrais passer quelques appels, te faire entrer dans un bon master. Je bâtis une entreprise, papa. Tu gaspilles ton diplôme de Polytechnique pour un fantasme. Amélie va gagner 185 000 € en tant qu'associée de première année. Que gagnes-tu? Quoi que ce soit. Je gagnais 28 000 € par an et je dormais sur un matelas gonflable. Mais nous avions 12 clients, et notre intelligence artificielle devenait plus intelligente chaque jour. Je me débrouille, ai-je dit doucement. Amélie a eu un sourire narquois. Certains d'entre nous n'ont pas à se débrouiller. Certains d'entre nous ont planifié à l'avance. La deuxième année, nous avons levé 2,1 millions d'euros en capital d'amorçage. Des investisseurs parisiens qui comprenaient réellement ce que nous construisions. Notre base de clients est passée à 200 petits et moyens cabinets. Le chiffre d'affaires a atteint 740 000 €. J'ai embauché 15 personnes, loué un vrai bureau à Station F et commencé à me verser un salaire de 70 000 € par an. À Noël, Amélie a annoncé ses fiançailles avec Charles de Valois IV. De cette famille de Valois. Assas, en voie de devenir associé junior, héritage familial remontant à 4 générations. Le dîner fut le spectacle de Charles. Ses victoires dans les dossiers, sa trajectoire de partenariat, la dynastie juridique de sa famille, les plaidoiries de son père devant la cour de cassation, le nom de Valois sur les amphithéâtres. Maman ne cessait de me jeter des coups d'œil comme si j'étais une tache sur la nappe. Lorsque Charles a poliment demandé ce que je faisais, Amélie est intervenue. Manon a abandonné la Sorbonne pour lancer une entreprise technologique. C'est de la Legal Tech, en fait, ai-je dit. Nous révolutionnons la recherche juridique. Le sourire de Charles était condescendant. Révolutionner? C'est ambitieux. L'industrie juridique est assez résistante au changement. J'ai remarqué. Quel est votre chiffre d'affaires? Environ 740 000 € cette année. Il a hoché la tête comme si j'avais confirmé ses pires soupçons. De la petite monnaie. De Valois et Associés facturent 740 000 € dans une bonne semaine. Les startups de Legal Tech vont et viennent, mais les cabinets comme le nôtre. Nous sommes des institutions. Papa a approuvé avec enthousiasme. Exactement. Manon, tu devrais écouter ça. Charles comprend comment fonctionne le vrai monde juridique. Je me suis mordu la langue et j'ai changé de sujet. Plus tard, Amélie m'a coincé. Arrête d'essayer de rivaliser. Tu as abandonné. Tu as échoué. Accepte-le simplement et passe à autre chose. Je n'ai pas échoué, Amélie. J'ai choisi un chemin différent. Un chemin vers nulle part. Charles gagne plus en prime que le chiffre d'affaires entier de ton entreprise. Reste à ta place. La troisième année fut notre percée. Nous avons levé 26 millions d'euros en financement de série A. Nous avons signé notre premier grand client, un cabinet parisien du top 50 qui a réduit ses coûts de recherche de 60% en utilisant l'XIA. Puis un autre, puis 12 autres. Le chiffre d'affaires a atteint 15 millions d'euros. Nous avions 120 employés. Les publications technologiques ont commencé à nous appeler l'avenir de la recherche juridique. J'ai été invité à parler à HEC de l'innovation juridique. Je n'ai rien dit à ma famille. Ils avaient arrêté de poser des questions. À Pâques de la troisième année, Charles et Amélie ont annoncé la date de leur mariage, septembre 2025. Les parents de Charles organiseraient une fête de fiançailles dans leur propriété en Sologne. Liste d'invités très exclusive, a dit maman. Juges, sénateurs, sommité juridique.
Je suis sûr que ce sera magnifique, ai-je dit. Eh bien, a hésité maman. C'est vraiment plus pour le cercle professionnel de Charles. Tu comprends? Je n'étais pas invité à la fête de fiançailles de ma propre sœur. Amélie a eu la grâce de paraître légèrement coupable. C'est juste que les parents de Charles sont très traditionnels. Ils ont demandé que la liste des invités reflète un certain calibre. Je ne répondais pas aux exigences de calibre. Charles a ajouté, sans vouloir t'offenser, Manon, mais le cabinet de mon père représente des entreprises du CAC 40. Les invités seront des hauts magistrats, des doyens de faculté de droit, des associés directeurs. Ton truc de start-up ne correspond pas vraiment à l'atmosphère que nous recherchons. Je comprends, ai-je dit. Je comprenais. Je comprenais parfaitement. Par conséquent, nous sommes passés à une croissance exponentielle. Financement de série B, 88 millions d'euros menés par Euraseo. Chiffre d'affaires, 62 millions d'euros. Clients, 400 cabinets d'avocats, dont 12 du top 100 français. Nombre d'employés, 340. Nous nous sommes développés à l'international, bureau à Londres, bureau à Singapour. L'intelligence artificielle de Lexia pouvait désormais rédiger des contrats, prédire l'issue des dossiers, automatiser la diligence raisonnable, et faire tout cela à des vitesses qui rendaient les associés humains obsolètes pour le travail de routine. Les grands cabinets étaient terrifiés et s'adaptaient simultanément, réduisant l'embauche d'associés, sabrant les budgets de recherche, restructurant tout leur modèle d'affaires autour de notre plateforme. Les Échos ont appelé. Ils voulaient faire un article de fond pour leur numéro d'avril, la PDG de 30 ans qui tue la poule aux œufs d'or des grands cabinets d'avocats. L'entrevue était prévue pour mars. Date de publication, le dimanche de Pâques, le 31 mars. Le 18 mars, le jour où maman a annulé mon invitation pour Pâques, j'étais assise dans mon bureau à lire son message. Chaîne a frappé et est entrée. Le photographe des Échos est là pour votre séance photo de couverture. Couverture? Ils ont transformé l'article de fond en article de couverture. Ils ont dit que vos chiffres de perturbation étaient trop importants pour être enterrés en page 6. J'ai regardé le message de maman à nouveau. Ton père et moi voulons faire bonne impression. Quand ils demanderont ce que tu fais, nous ne voulons pas que les choses soient gênantes. Manon, ça va? Je vais parfaitement bien. Faisons cette séance. Le profil des Échos était complet. 4 pages. Des photos de nos bureaux, de notre technologie. Moi présentant lors d'une conférence sur la Legal Tech devant 3000 avocats. Le titre, une PDG de la Legal Tech bouleverse une industrie de 46 milliards d'euros. Comment l'intelligence artificielle de Manon Dubois a détruit la recherche juridique traditionnelle et rendu les grands cabinets obsolètes. Citation clé de l'article, Lexia de Dubois a forcé à elle seule l'industrie juridique à affronter son irrecevabilité technologique. Les cabinets qui facturaient autrefois 370 € de l'heure pour que des associés juniors effectuent des recherches utilisent maintenant une intelligence artificielle qui travaille plus vite, moins cher et avec plus de précision. Avec 62 millions d'euros de chiffre d'affaires et 400 grands cabinets clients, Lexia est valorisé à 535 millions d'euros sur le marché privé. Les analystes de l'industrie prédisent une valorisation de 1,8 à 2,8 milliards d'euros si Dubois introduit l'entreprise en bourse. Son intelligence artificielle a éliminé environ 8000 postes de recherche juridique tout en rendant les services juridiques 60% plus abordables pour les clients. Dubois ne s'excuse pas, si votre travail peut être mieux fait par un algorithme, vous devriez apprendre à construire des algorithmes. L'article mentionnait que j'avais abandonné la Sorbonne, mais il le présentait comme visionnaire, pendant que ses camarades de classe étudiaient pour l'examen du barreau, Dubois construisait la technologie qui rendrait obsolète une grande partie de ce qu'ils apprenaient. Il y avait un encadré sur le fonctionnement de Lexia avec des spécifications techniques qui faisaient ressembler notre intelligence artificielle à de la science-fiction, et des photos, moi dans notre salle de serveur, moi avec chaîne, moi parlant à l'ordre des avocats de Paris de l'avenir de la pratique juridique. Le numéro devait arriver dans les kiosques le dimanche matin de Pâques, le 31 mars. La veille de Pâques, mon téléphone a sonné. Amélie. La première fois qu'elle appelait en 8 mois. Manon, je dois te demander quelque chose. Quoi de neuf? Le cabinet de Charles. Il parle d'une entreprise de Legal Tech qui détruit leur département de recherche, supprimant des postes d'associés. Son père est furieux. D'accord. Est-ce ton entreprise? Est-ce toi qui fais ça? J'ai souri. Pourquoi demandes-tu?
Parce que le père de Charles tient une réunion d'urgence des associés concernant la menace Lexia. Ils essaient de comprendre comment rivaliser. Es-tu Lexia? Je suis la présidente directrice générale et fondatrice. Oui. Silence. Long silence. Amélie, c'est toi qui mets les avocats au chômage. Le cabinet de Charles vient de licencier 30 associés à cause de ton intelligence artificielle. Est-ce que Charles a été nommé associé finalement? Quoi? Non, il est toujours en bonne voie. Mais. Alors dis-lui d'apprendre à coder. L'industrie juridique change, que cela plaise ou non à De Valois et associés. Manon, ce n'est pas drôle. La famille de Charles est dans le droit depuis 4 générations. Tu détruis ça. Je détruis l'inefficacité. Si De Valois et associés s'adaptaient au lieu de résister, il serait l'un de nos clients et ferait plus de profit avec moins de frais généraux. Mais ils sont coincés en 1985 à facturer aux clients 370 € de l'heure pour un travail qu'une intelligence artificielle peut faire en 4 minutes. Tu as l'air fier de toi. Je le suis. Nous avons rendu les services juridiques abordables pour les clients de la classe moyenne qui n'auraient jamais pu s'offrir les grands cabinets auparavant. Nous avons éliminé la fraude à la facturation. Nous avons rendu le droit plus accessible. Oui, Amélie, je suis fier. Maman va. Maman a annulé mon invitation pour Pâques parce que je t'embarrasserais devant la famille de Charles. Donc, je me fiche pas mal de ce que pense maman. Elle a raccroché. Je suis retourné au travail. Nous avions un lancement de produit mardi. Le drame de Pâques n'était pas ma priorité. Dimanche de Pâques, 31 mars. J'ai passé la matinée dans mon appartement de l'avenue Montaigne, le bien de 3 chambres que j'avais acheté pour 3,9 millions d'euros comptant l'année dernière. J'ai pris mon petit déjeuner sur ma terrasse surplombant la tour Eiffel. J'ai fait du yoga. J'ai rattrapé mon retard sur les courriels de notre bureau de Londres. À 10h47, mon téléphone a commencé à sonner. Papa. Refusé. Maman. Refusé. Amélie. Refusé. Charles. C'était nouveau. Refusé. Un numéro que je ne reconnaissais pas avec un indicatif de Paris. Probablement le père de Charles. Refusé. Les messages vocaux étaient spectaculaires. Papa, Manon. Je tiens les échos. Tu es en couverture. Tu es PDG. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Rappelle-moi immédiatement. Maman, chérie, tout le monde au brunch demande de tes nouvelles. Le père de Charles est ici et il est très contrarié par ton entreprise. Nous devons en parler. Pourquoi n'as-tu pas mentionné que tu étais dans les échos? Amélie, Manon, tu nous as humiliés. Le père de Charles est furieux. Il dit que tu détruis à toi seul la profession juridique. Comment as-tu pu nous faire ça? Charles, Manon, nous devons discuter des pratiques de ton entreprise. Mon père veut te rencontrer. Rappelle-moi. Numéro inconnu, voix raffinée, en colère, Mademoiselle Dubois, ici Charles de Valois III. Nous devons avoir une conversation sérieuse sur l'impact prédateur de votre entreprise sur l'industrie juridique. Appelez mon bureau lundi matin. J'ai versé un mimosa et lu les messages. Amélie, tout le monde te regarde. Amélie, le père de Charles est livide. Amélie, maman pleure. Amélie, depuis combien de temps prévois-tu cela? Maman, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais réussi? Nous aurions pu te soutenir. Papa, l'associé directeur du cabinet de Charles est à notre table. Il pose des questions très pointues sur toi. Appelle-moi. Amélie, tu as fait ça exprès. Tu as planifié ça pour gâcher mes Pâques. J'ai répondu dans la discussion de groupe familial, joyeuse Pâques. Profitez du brunch. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. À 14h, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. Maman, papa et Amélie. Ils avaient conduit directement du golf à Paris, toujours dans leur tenue de Pâques. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Manon. Maman s'est précipitée à l'intérieur, les yeux rouges d'avoir pleuré. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Papa tenait les échos comme s'il s'agissait d'une preuve lors d'un procès. Tu vaux 535 millions d'euros. Amélie avait l'air d'avoir été giflée. Tu nous as laissé croire que tu échouais. J'ai fait un geste vers mon salon.
Les meubles sur mesure, les œuvres d'art originales, les fenêtres du sol au plafond avec vue sur la tour Eiffel qui hurlait un succès à 8 chiffres. Avez-vous vraiment pensé que j'échouais, ou vouliez-vous juste le penser? Les yeux de maman ont balayé l'appartement. Cet endroit doit coûter 3,9 millions d'euros. J'ai payé comptant. Papa s'est affaissé sur mon canapé en cuir italien à 14 000 euros. Tu vis comme ça et tu ne nous l'as jamais dit? Vous n'avez jamais demandé. En 4 ans, aucun de vous n'a posé une seule question sur mon entreprise. Ce que nous faisions, comment nous allions. Rien. Ce n'est pas juste, a protesté Amélie. Tu étais si secrète. Je n'étais pas secrète. J'étais ignorée. Il y a une différence. Manon, s'il te plaît, la voix de maman s'est brisée. Nous ne savions pas. Si tu nous l'avais juste dit. Dis quoi, maman? Que je construisais quelque chose? J'ai essayé. Année 1, à Noël, j'ai mentionné mon premier client et vous avez interrogé Amélie sur la revue de droit. Année 2, à Noël, j'ai mentionné notre financement et papa m'a dit de retourner à l'école. Année 3, à Pâques, j'ai mentionné que je parlais à HEC et Charles m'a fait la leçon sur le fonctionnement du vrai droit. La pièce est devenue silencieuse. Vous avez décidé que j'étais l'échec de la famille, ai-je continué. La fille qui a abandonné. La déception. C'était plus facile que de s'intéresser à ce que je faisais réellement. Mais tu aurais pu. A commencé Amélie. J'aurais pu quoi? Vous forcer à vous en soucier? Mendier votre attention? J'étais occupé à bâtir une entreprise qui révolutionne une industrie entière. Je n'avais pas le temps de convaincre ma famille que je valais leur temps. Papa a retrouvé sa voix. Manon, je suis désolé. Nous avons fait des suppositions. Mais tu dois comprendre, Amélie était à Assas, entrant à la revue de droit, décrochant ses postes prestigieux. Et je construisais quelque chose qui rend la revue de droit obsolète. Mais vous ne pouviez pas voir cela parce que vous étiez trop occupé à être fier du succès conventionnel d'Amélie pour remarquer que mon succès non conventionnel était plus grand. Le visage d'Amélie a rougi. Plus grand? Tu détruis la profession juridique. Je perturbe l'inefficacité. Il y a une différence. Le père de Charles dit que tu mets de bons avocats au chômage. Je mets des modèles d'affaires inefficaces au chômage. Les avocats qui s'adaptent prospèrent. Ceux qui refusent d'évoluer sont en difficulté. Cela s'appelle le progrès. Cela s'appelle être impitoyable, a lancé Amélie. Sais-tu comment c'était au brunch? Le père de Charles lisant à ton sujet, devenant plus en colère à chaque paragraphe. Ses associés me demandant comment ma sœur pouvait trahir la profession juridique. Maman pleurant parce qu'elle ne savait pas que sa propre fille était en couverture des Échos. Ça a l'air inconfortable. C'était humiliant. Bizarre. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand tu as annulé mon invitation pour que je ne t'embarrasse pas devant l'importante famille d'avocats de Charles. Celle-là a fait mouche. Maman a essayé à nouveau. Chérie, nous voulons arranger les choses. Nous voulons faire partie de ton succès. Nous sommes fiers de toi. L'êtes-vous? Êtes-vous fier de moi ou êtes-vous fier de la couverture des Échos? Parce que ce sont deux choses différentes. Les deux. Nous sommes fiers des deux. Alors où étiez-vous il y a 4 ans quand je dormais sur un matelas gonflable et que je mangeais des nouilles instantanées? Où étiez-vous il y a 3 ans quand j'ai signé mon premier grand client? Où étiez-vous il y a 2 ans quand nous avons levé 88 millions d'euros et que je suis entré dans la liste Forbes des 30 de moins de 30 ans? Maman a cligné des yeux. Tu es entré dans les 30 de moins de 30 ans de Forbes il y a 2 ans? Je ne vous l'ai pas dit parce que vous aviez déjà clairement fait comprendre que vous pensiez que je gaspille mon diplôme de Polytechnique. Papa avait l'air dévasté. Manon, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs. Nous voulons une autre chance. Pour faire quoi? Être fier de moi maintenant que d'autres personnes le sont? Revendiquer le mérite de mon succès alors que vous avez passé 4 ans à le rejeter? Amélie a coupé la parole. C'est vindicatif. Tu nous punis de ne pas être des liseurs de pensée. Comment étions-nous censés savoir que tu construisais quelque chose d'énorme si tu ne nous le disais pas? Vous n'avez jamais demandé. Ma voix a résonné contre les fenêtres. En 4 ans, Amélie, tu ne m'as jamais demandé une seule fois comment allait mon entreprise. Tu l'as appelée mignonne et mon petit projet et tu m'as dit de rester à ma place.
Tu as annulé mon invitation à ta fête de fiançailles parce que je ne répondais pas aux exigences de calibre de Charles. Tu m'as exclu de Pâques parce que mon travail serait gênant comparé au pédigré assas de Charles. Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir. C'était plus facile d'avoir une sœur décrocheuse pour se sentir supérieure. J'étais votre exemple à ne pas suivre. L'échec de la famille qui prouvait que vous aviez fait les bons choix. Le silence était suffocant. Voici ce qui se passe réellement, ai-je dit doucement. Vous n'êtes pas ici parce que vous êtes fier de moi. Vous êtes ici parce que je vous ai fait paraître ridicule devant des gens que vous vouliez impressionner. Le père de Charles a lu comment mon intelligence artificielle détruit des cabinets comme le sien, et maintenant vous devez limiter les dégâts. Ce n'est pas vrai, a chuchoté maman. Vraiment? Si cet article était paru n'importe quel autre dimanche, seriez-vous ici? Ou seriez-vous toujours en train de m'éviter parce que je suis la fille qui ne correspond pas à votre image de la réussite? Pas de réponse. C'est bien ce que je pensais. Papa s'est levé. Que veux-tu de nous, Manon? Des excuses? Tu les as. De la reconnaissance? Tu l'as. Quoi d'autre? Je ne veux rien, papa. Je ne veux sincèrement rien. J'ai une entreprise qui change une industrie. J'ai des employés qui croient en notre vision. J'ai des investisseurs qui ont valorisé mon travail à 535 millions d'euros. J'ai le respect des gens dont l'opinion compte vraiment pour moi. Nous sommes ta famille, a dit maman. L'êtes-vous? Parce que les familles sont présentes. Les familles posent des questions. Les familles vous soutiennent avant que les échos ne leur disent de le faire. Vous êtes mes proches. Mais ma famille? C'est Chen, qui a cru en moi quand je n'étais personne. C'est mon équipe de 340 personnes qui m'a fait confiance pour construire quelque chose de révolutionnaire. Ce sont les investisseurs qui ont vu le potentiel quand vous voyez l'échec. Le téléphone d'Amélie a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil. Charles veut savoir si tu vas rencontrer son père. Non. Manon, s'il te plaît. L'examen de partenariat de Charles est dans 6 mois. Si son père pense que notre lien familial avec toi est un handicap. Ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu être aussi froide? J'ai appris des meilleurs. Tu as été froide quand tu as annulé mon invitation pour Pâques. Maman a été froide quand elle a suggéré que je t'embarrasserais. Papa a été froid quand il m'a dit que je gaspille mon diplôme. Je ne fais que m'aligner sur votre énergie. Ils sont partis. Maman pleurait. Papa avait l'air plus vieux. Amélie avait l'air furieuse. J'ai versé un autre mimosa et vérifié mon téléphone. L'article des Échos était devenu viral. Le Twitter juridique était en pleine crise de nerfs. Les associés des grands cabinets écrivaient des articles de réflexion sur la mort de la pratique traditionnelle. De jeunes avocats nous contactaient pour demander comment obtenir un emploi chez Lexia. Et la discussion de groupe de ma famille explosait. Amélie, j'espère que tu es heureuse. Le père de Charles parle de retarder le partenariat à cause des associations familiales avec les perturbateurs de l'industrie juridique. Maman, s'il te plaît, appelle-nous. Nous pouvons arranger cela. Papa, la carrière de ta sœur est en jeu, peux-tu au moins rencontrer le père de Charles? J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre, effacée. Finalement, j'ai annulé ma propre invitation à cette conversation il y a 4 ans. Vous ne l'aviez juste pas remarqué jusqu'à maintenant. Puis j'ai quitté la discussion de groupe. Le 2 avril, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Il y a un Charles de Valois 3 ici pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste. Faites-le entrer. Charles de Valois 3 était exactement ce à quoi je m'attendais. Cheveux argentés, costume à 4500 €, une présence qui remplissait la pièce. Le genre d'homme qui avait plaidé devant la cour de cassation et s'attendait à ce que tout le monde s'en souvienne. Mademoiselle Dubois. Merci de me recevoir. Je suis curieuse de savoir ce que vous voulez dire. Il s'est assis sans y être invité. Je serai direct. Votre technologie détruit le modèle d'affaires que ma famille a bâti sur 4 générations. Les associés que nous avons formés sont licenciés. Les départements de recherche dans lesquels nous avons investi sont obsolètes. Vous démantelez la profession juridique. Je démantèle l'inefficacité. La profession juridique s'adaptera. Vous avez 29 ans, aucun diplôme de droit, et vous me faites la leçon sur la profession juridique?
J'ai un diplôme de Polytechnique en sciences politiques, 3 ans de faculté de droit, et j'ai construit une intelligence artificielle qui effectue des recherches juridiques mieux que n'importe quel associé chez De Valois et Associés. Donc, oui, je vous fais la leçon. Sa mâchoire s'est crispée. Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait à ma famille. Le partenariat de mon fils est maintenant en péril à cause de son association avec vous par l'intermédiaire de votre sœur. Mon cabinet a perdu 37 millions d'euros en facturation de recherche. Nous avons dû restructurer tout notre programme d'associés, et vos clients paient 60% de moins pour un meilleur travail. Je vous en prie. Ce n'est pas une blague, mademoiselle Dubois. Je suis d'accord. Ce n'est pas une blague. C'est l'avenir. Les cabinets comme le vôtre peuvent s'adapter et prospérer, ou résister et devenir obsolètes. C'est votre choix, pas le mien. Je veux que vous ralentissiez. Donnez à l'industrie le temps de s'ajuster. J'ai failli rire. Vous voulez que je sabote mon entreprise pour que vous puissiez protéger votre modèle d'affaires dépassé? Je vous demande de faire preuve d'un peu de courtoisie professionnelle. Comme la courtoisie dont votre fils a fait preuve envers ma sœur quand il lui a dit que je ne répondais pas aux exigences de calibre pour leur fête de fiançailles? Comme la courtoisie dont ma famille a fait preuve quand ils ont annulé mon invitation pour Pâques pour que je ne les embarrasse pas devant vous? Il a cligné des yeux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Vous étiez trop occupé à être outré par mon succès pour remarquer comment votre fils traitait la famille de ma sœur. Voici ce qui se passe réellement, monsieur de Valois. Vous voulez que j'échoue pour ne pas avoir à changer. Mais je n'échoue pas. Je réussis de manière spectaculaire. Et vous avez deux choix, devenir un client de Lexia et réduire vos coûts de recherche de 60%, ou continuer à résister et regarder des cabinets plus jeunes et plus intelligents ne faire qu'une bouchée de vous. Espèce d'arrogante. Je préfère confiante. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec 3 cabinets du top 50 qui sont prêts à entrer dans le 21e siècle. Il s'est levé. Charles va quitter votre sœur. Alors il lui rendrait service. Un homme qui base ses décisions relationnelles sur les griefs commerciaux de son père ne vaut pas la peine d'être épousé. Vous allez le regretter. Je ne regrette rien. J'ai bâti quelque chose de révolutionnaire alors que des gens comme vous me disaient que c'était impossible. J'ai réussi alors que ma propre famille me rejetait. Je suis en couverture des Échos pendant que vous faites un caprice dans mon bureau. La seule chose que je regrette est de ne pas avoir réalisé plus tôt que votre approbation ne valait rien. Le 15 avril, Amélie a appelé. Charles a rompu avec moi. J'ai attendu. Son père a dit que se marier dans une famille avec des antagonistes de l'industrie juridique nuirait à ses perspectives de partenariat. Alors, il a mis fin à la relation. 4 ans, Manon. 4 ans de ma vie perdue parce que tu ne pouvais pas juste être normale. Amélie, non. J'ai besoin que tu entendes ça. Tu as détruit ma relation. Tu as humilié nos parents. Tu m'as fait passer pour une idiote à mon propre brunch de Pâques. Et pourquoi? Pour prouver que tu es plus intelligente que tout le monde? Pour te venger? Je ne t'ai rien fait, Amélie. J'ai bâti une entreprise. C'est tout. Tu as programmé cet article pour Pâques exprès. Les Échos ont fixé la date de publication. Je ne savais même pas que ce serait Pâques avant une semaine avant. Je ne te crois pas, ça m'est égal. Amélie, ton fiancé t'a largué parce que son père ne peut pas s'adapter au changement de l'industrie. Ce n'est pas ma faute. C'est Charles qui choisit l'approbation de son père plutôt que toi. Tu devrais être en colère contre lui, pas contre moi. Tout le monde au golf a vu cet article. Tout le monde sait que tu es ma sœur. Ils demandent tous pourquoi tu essaies de détruire la profession juridique. Je ne la détruis pas. Je la fais évoluer. Et si tes amis du golf ne peuvent pas faire la différence, peut-être as-tu besoin de meilleurs amis. Tu as toujours été jalouse de moi. Admets-le. Tu as abandonné la faculté de droit parce que tu ne pouvais pas rivaliser avec moi. Amélie, j'ai abandonné parce que j'ai vu une industrie de 46 milliards d'euros mûre pour la perturbation, et j'avais les compétences pour le faire. Ton poste à la revue de droit est impressionnant. La valorisation de mon entreprise à 535 millions d'euros est transformatrice. Ce ne sont pas les mêmes choses. Je te déteste. Non. Tu détestes que je réussisse d'une manière que tu n'avais pas prédite et que tu ne peux pas contrôler.
Tu détestes que ton parcours conventionnel ne t'ait pas rendu spécial. Tu détestes que la sœur que tu as rejetée soit maintenant plus prospère que tu ne le seras probablement jamais. Elle a raccroché. Le financement de série C a été clôturé. 220 millions d'euros menés par Euraseo. Valorisation post-monétaire, 2,1 milliards d'euros. Lexia comptait désormais 800 cabinets d'avocats clients. Le chiffre d'affaires devait atteindre 165 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Nous employons 680 personnes dans cette pays. J'ai été nommé au temple de la renommée des 30 de moins de 30 ans de Forbes. Le magazine Le Point m'a placé sur sa liste des leaders de la prochaine génération. Assas m'a invité à prononcer le discours de remise des diplômes ironiques, considérant que j'avais abandonné la Sorbonne. Mes parents ont envoyé une carte. Félicitations pour ton succès. Nous sommes très fiers. Avec amour, maman et papa. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, juste une carte. Amélie n'a rien envoyé. Novembre 2025. J'ai acheté une maison à Marne-la-Coquette. 20 millions d'euros, 6 chambres, vignoble, maison d'amis. J'ai organisé une pendaison de crémaillère pour mes vrais amis et collègues. Chen a porté un toast pour moi. À la femme qui a abandonné la faculté de droit pour tuer la faculté de droit. Tu es une légende. Mon chef de produit, à Manon, qui a vu l'avenir et l'a construit. Mon conseiller juridique général, un ancien associé de Valois et associé qui a quitté le navire quand il a vu de quel côté soufflait le vent, à la perturbation, à l'évolution et à l'accessibilité du droit. Quelqu'un a demandé si ma famille venait. Voici ma famille, ai-je dit, levant mon verre vers la salle. Les gens qui ont cru en moi quand j'étais une décrocheuse avec une idée folle. Les gens qui ont travaillé 80 heures par semaine pour construire quelque chose de révolutionnaire. Les gens qui n'ont pas eu besoin des échos pour leur dire que je valais la peine d'être connu. Plus tard, sur ma terrasse surplombant la vallée, Chen m'a trouvé. Des regrets. J'ai pensé au message de maman annulant mon invitation pour Pâques. À Amélie qualifiant mon entreprise de « mignonne ». À Charles me faisant la leçon sur le fonctionnement du « vrai droit ». À papa me disant que je gaspillais mon diplôme de Polytechnique. Non, ai-je dit. On ne peut pas regretter de dépasser des gens qui n'allaient jamais grandir avec nous. Froid, a-t-il observé. Honnête, ai-je corrigé. Mon téléphone a vibré. Maman d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Manon, ta tante Carole t'a vu sur le magazine Le Point. Elle a demandé pourquoi nous ne t'avons pas mentionné. Peut-on parler? J'ai supprimé le message. Famille, a demandé Chen. Non, ai-je dit. Juste des gens qui voulaient des places aux premières loges une fois le spectacle terminé. J'ai regardé la vallée, les entreprises en construction, les avenirs en création, les vieux modèles détruits par de meilleurs. Mon entreprise était valorisée à 2,1 milliards d'euros. J'avais révolutionné une industrie. J'avais rendu les services juridiques accessibles à des millions de personnes qui ne pouvaient jamais se les offrir auparavant. Et j'avais fait tout cela sans le soutien, l'approbation ou la croyance de ma famille. Ce qui signifiait que je n'avais besoin d'aucune de ces choses maintenant. J'ai levé mon verre aux gens qui avaient réellement été présents. Ceux qui avaient cru avant les gros titres, célébré avant les valorisations, vu le potentiel quand les autres voyaient l'échec. Ma vraie famille.